Alors, vous avez déjà parlé du private equity, c'était il y a quelques jours lorsqu'on avait évoqué l'intérêt d'Ardian pour la bourse. D'ailleurs, ça avait été l'occasion de se pencher un petit peu sur le succès et l'importance croissante de ce qu'on appelle en anglais le private equity. Un succès qui est tel qu'il commence d'ailleurs un petit peu à faire grincer quelques dents, à commencer par celle de la BCE, mais pas seulement. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Je parlais de la BCE parce qu'en fait, on a eu cette annonce comme quoi l'institution monétaire, la BCE, prévoit de nouvelles contraintes en capital pour les banques qui sont pour le coup trop chargées en financement risqué à effet de levier. Et évidemment, ça concerne, j'ai envie de dire, indirectement notre sujet aujourd'hui. Oui, même si effectivement on ne voit pas forcément le rapport au tout premier abord. En fait, ces opérations qu'on appelle souvent David des leverage buyouts, LBO. des LBO exactement. On rappelle le principe. Concrètement, vous êtes un fonds, vous faites l'acquisition d'une entreprise, un mécanisme d'endettement, et vous remboursez finalement les fonds empruntés par les bénéfices que dégage l'entreprise. Et à quelle occasion on a entendu récemment parler de LBO? Eh bien, à l'occasion de l'offre du fonds de private equity, pas n'importe lequel, KKR, dans le top 3 mondial des plus gros fonds de private equity pour Telecom Italia. On savait que KKR s'intéressait déjà au secteur. Il avait acquis 37,5% de FiberCop en avril dernier. C'est une entreprise créée justement par Telecom Italia et l'opérateur italien Fastweb, qui est spécialisé dans les infrastructures de réseau, notamment la fibre. Et puis là, il a fait cette offre quand même de 12 milliards de dollars, David. Ce serait évidemment le plus gros LBO européen ever. Et conséquence, notamment, Telecom Italia pourrait chuter dans la catégorie P de note de dette des entreprises qui risquent de ne plus pouvoir rembourser leurs dettes. Et c'est là-dessus que la BCE, justement, voulait agir en demandant plus de capital aux banques qui financent ces acteurs du private equity. Et c'est là qu'on reboucle avec le sujet. Exactement. Le sujet, Laurent, il est là. Donc des acteurs qui sont de plus en plus puissants, de plus en plus d'argent derrière, au point peut-être de pouvoir représenter un risque pour le système financier si jamais les choses tournaient mal en cas de crise. Eh bien, c'est ce que justement nous dit plus ou moins la banque. Alors, ils ne sont pas aussi alarmistes, mais c'est ce que nous dit la Banque des règlements internationaux dans son dernier rapport trimestriel. Elle fait état, effectivement, David, elle fait un focus sur la croissance de ces marchés privés, des investisseurs qui nous dit la BRI, qu'elle appelle des gérants d'actifs alternatifs, qui cumulent un peu moins quand même de 10 000 milliards de dollars d'actifs, c'est pas mal. Des sociétés, alors majoritairement, on l'a dit, de private equity, de capital risque, qui sont aussi développées dans le crédit, dans la dette d'entreprise, profitant d'une régulation, nous dit là aussi la BRI, plutôt légère. Et en fait, la Banque des règlements internationaux nous donne 3 caractéristiques de ces marchés. En gros, ce sont des marchés qui ont une transformation de liquidité plutôt limitée. Les investisseurs engagent du capital pour des périodes longues. Ce sont des investisseurs qui, dans leur très grande majorité, sont des, je cite, grosses entités sophistiquées, nous dit la BRI. Alors là, on parle bien sûr de fonds de pension, de compagnies d'assurance qui se concentrent sur le retour à long terme et qui peuvent faire face finalement à la volatilité importante des résultats sur le court terme. Et troisième, on revient sur cette idée que la régulation des véhicules d'investissement sur ces marchés, elle est plutôt légère, encore une fois parce qu'il y a un degré moins de manque de correspondance, en tout cas sur les liquidités, et une moindre présence de l'investisseur particulier, ce qui n'empêche pas, effectivement, ces acteurs d'avoir pris une importance considérable dans le financement. La BRL passe de force majeure du financement des entreprises. Ouais. Et c'est important le financement d'entreprise. En même temps, tout ça est quand même vertueux, parce que c'est pour financer en actions ou en obligations des entreprises qui sont de notre côté. Est-ce que les risques, ils sont ou ils ne sont pas sous contrôle? Quand je vous écoute, je ne sais plus là. On pourrait se dire, justement par les caractéristiques dont on a parlé, que tout cela est quand même plutôt déconnecté, entre guillemets, des autres marchés. Sauf que on voit bien avec l'exemple qu'on citait au début de la chronique que notamment les acteurs financent ces sociétés de private equity, notamment des banques, donc une partie qui est exposée aux géants du private equity. Et surtout, finalement, la Banque des règlements internationaux nous explique qu'il y a un aspect important à explorer actuellement, c'est l'impact des politiques monétaires et des marchés boursiers qui restent jusqu'alors relativement indéterminés sur ces acteurs. Les fonds, ils se présentent souvent comme décorrélés des cycles de la volatilité de la bourse, justement parce qu'ils sont sur le très long terme. C'est un argument clé, ça, pour les investisseurs. Sauf que la BRI n'est pas forcément d'accord avec ça. Elle explique qu'en fait,
certains de ces fonds peuvent être tout aussi procycliques que les marchés cotés. Ils multiplient les acquisitions David, quand les rendements de marché cotés sont à la hausse. Ils peuvent s'endetter davantage quand la valeur de leurs actifs s'accroît. Ouais, ça nous rappelle les marchés actions, ça. Ben voilà, certains fonds de private equity ont le droit de prendre 2 fois plus de dettes que le montant de leurs actifs. Donc ça, c'est quand même assez notable aussi. Et on voit que, notamment sur la dette privée, ils sont très très présents. Aujourd'hui, le capital amassé dans la dette privée pèse environ la moitié, quand même, du seul capital investissement en Europe aux États-Unis. C'est près de 1430 milliards de dollars. Il y a de gros acteurs là aussi, comme des fonds américains, Apollo Global Management, notamment. On peut aussi penser à Blackstone. Et tout ça ruisselle de plus en plus, puisque on voit de plus en plus des produits d'épargne qui sont accessibles à monsieur tout le monde ou presque, avec des enveloppes qui permettent aujourd'hui de s'ouvrir au non-coté, au private equity de plus en plus, en assurance vie. Ouais, et c'est peut-être ça aussi l'autre facette du problème, c'est que cette présence relativement faible de l'investisseur individuel, elle est en train d'évoluer, même si ça reste encore, restons honnêtes, assez marginal, justement, comme vous l'avez dit David, avec le fait que, avec le PER, par exemple, le plan d'épargne retraite, avec l'assurance vie, on commence à proposer pour offrir plus de rendement à l'épargne. Ouais, c'est encore assez marginal ça. Hein. C'est encore assez marginal, il ne faut pas non plus... Mais il y a une brèche là. Mais on voit bien que la quête de rendement et d'accès au rendement est en train d'ouvrir un petit peu les portes du private equity pour l'investisseur individuel. Juste Laurent, petite question, est-ce que le politique commence un petit peu à s'en mêler aussi et à avoir un peu ces fonds d'investissement un peu dans leur collimateur ? Eh ben c'est ça qui est intéressant, David, et c'est pour ça que on fait pas une fixette spécialement dans les Corans sur le private equity, mais c'est intéressant de voir comment ils ont pris cette importance grandissante dont on parle. Elle se retrouve à tous les niveaux. Le dernier exemple en date qui était hyper intéressant, c'était le rachat notamment de l'assurance vie LV par Bain Capital. Ça se passe en Grande-Bretagne. Ouais. On rappelle, LV, c'est un assureur vie mutualiste, 178 ans. Au départ, c'était, si ma mémoire est bonne, ça permettait aux familles pauvres de Liverpool de préparer leurs obsèques. Enfin, vous voyez, donc il y a un poids historique en Grande-Bretagne assez important. Et l'acquisition par Bain a fait grand bruit, parce que notamment elle ferait renoncer le groupe à son statut mutualiste. Et on a vu notamment des parlementaires britanniques demander une commission d'enquête sur des pratiques jugées destructrices du private equity, les requins du private equity. Alors quand on est en Grande-Bretagne, ça surprend un peu ce vocabulaire. Typiquement surcharge de la dette, suppression de postes, réduction des retraites. On a même demandé à ce qu'on regarde un petit peu justement ce fameux traitement fiscal du carré d'intérêt, vous savez, cette part de plus-value de cession qui revient aux équipes des fonds. Et puis en Espagne, on a vu aussi récemment qu'on s'inquiète de l'importance de Blackstone dans le parc immobilier, le fonds qui avait fait main basse en fait sur de nombreux actifs après finalement auprès des banques mises en difficulté pendant la crise. Donc on voit bien qu'à plein d'aspects, entre les introductions en bourse, la présence vraiment très importante dans le financement des entreprises, le rachat d'actifs considérés comme important, il va falloir surveiller, s'intéresser de plus en plus au private equity. Voilà, on voulait vous en parler donc de cette puissance grandissante du private equity qui fait parler. Merci beaucoup Laurent, bonne journée. Merci David. Salut.